Peut-être qu'on peut commencer par se présenter, ce serait le plus simple. Je te connais, et tu me connais, mais peut-être ceux qui vont regarder la vidéo ne nous connaissent pas. Juste rapidement et un peu ton parcours dans les grandes lignes, quoi. Donc je suis Sylvain Bordiec, je suis sociologue à l'Université de Bordeaux depuis 11 ans. Et j'ai notamment pour objet de recherche la thématique des solitudes. Et moi, je m'appelle Thomas Visonneau, je suis metteur en scène, auteur et comédien parfois. Et pareil, depuis 11 ans, donc c'est marrant parce que la date est aussi importante, parce que la compagnie du Tout Vivant, elle a 11 ans. C'est une compagnie de théâtre que je dirige on va dire artistiquement. Puis dans cette compagnie-là, il y a d'autres personnes qui m'aident à la faire tenir. Et puis je fais des spectacles, du coup, qui sillonnent plutôt la Nouvelle-Aquitaine. Et là, le projet qui nous a réunis, c'est le projet Robinsonnet, qui questionne les solitudes. Mais moi, à la base, je disais la solitude. Ma première question, comment t'en es arrivé, toi, à ce sujet, et comment t'en es arrivé à mettre un S à solitude? Parce que c'est vrai que les gens disent la solitude, peu de gens disent les solitudes. Alors pourquoi, toi, tout d'un coup, t'as décidé de mettre le pluriel? Merci pour la question, Thomas. Je pense qu'il y a toujours de multiples ressorts à l'engagement dans une recherche. Il y a peut-être une expérience personnelle qui remonte à l'enfance. C'est pas une expérience, mais c'est une forme de ressenti à propos d'un groupe de personnes que je connaissais dans mon coin natal, quoi, dans le Finistère. C'était des hommes qui avaient à peu près l'âge de mes parents et qui semblaient avoir une existence plus solitaire que les autres, quoi. Donc ils ont été jeunes pendant les 30 Glorieuses, au moment du plein emploi, espèce de prospérité avec un état-providence fort. Et en y réfléchissant, en grandissant, je me suis rendu compte que on avait là des hommes qui étaient un peu des oubliés des 30 Glorieuses, ou bien des exclus des 30 Glorieuses. Et ça m'a trotté dans la tête assez longtemps, jusqu'à ce que je m'engage dans la construction de ce projet de recherche sur les solitudes, la solitude comme coupure sociale, comme forme de mise à distance des autres. Donc le questionnement sociologique amène à des réflexions sur qu'est-ce qui fait que pour certains individus, le lien social, les sociabilités, ça paraît aller de soi, c'est facile, tandis que pour d'autres, c'est loin d'être une évidence. Donc il y a des solitudes. Pourquoi j'en suis venu assez rapidement, je ne suis pas le premier à réfléchir en ces termes, mais ma grille de lecture du monde social, elle est relativement classique. Je pense en termes de rapports sociaux, en termes de rapports de force entre les classes sociales. Donc la solitude, si on admet que c'est un fait social, parce qu'elle est produite par le monde social, on sait que le monde social, il est stratifié, il est fait de différents groupes qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Donc il y a des solitudes parce qu'il y a des antagonismes de classe dans une société capitaliste. Ça, on pourra y venir. Il y a à considérer que la solitude, les coupures sociales qui posent problème, de la même manière que les coupures sociales qui au contraire sont des solutions, sont des ressources, elles sont des produits du capitalisme et de ce que le capitalisme fait de nous en tant qu'individus. Eh bien ouais, c'est là, moi, c'est ça qui m'a intéressé dans le pluriel des solitudes, parce que quand j'ai commencé, moi, à travailler, à réfléchir à ce projet, en fait, j'avais peut-être même pas mis le mot solitude au départ dessus. J'y suis arrivé vraiment par une situation, en fait, plutôt concrète, qui était celle plutôt... j'avais entendu parler des hikikomori. C'est ces adolescents japonais qui décident, plutôt dans les années 90, de rester enfermés chez eux
c'était plutôt dans des familles plutôt aisées, bourgeoises, en refus à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et je sais pas, ça m'avait un peu fasciné cette histoire des hikikomori là. Et en fait, en grattant un peu, je me suis rendu compte que ça c'était arrivé aussi en Europe, et qu'on n'appelait pas ça forcément les hikikomori, puisque ça veut dire se retirer en japonais, mais que nous, en fait, on l'appelle forcément des gens qui vivent reclus, des gens un peu à l'écart. Nous, on l'a beaucoup sur la grille des jeux vidéo, des addictions aux écrans, ou alors on le traite sur le médical. Mais tout d'un coup, c'est vraiment par là, moi, que je suis arrivé, en fait. Et j'avais cette idée d'une histoire qui pourrait commencer par un adolescent qui resterait enfermé dans sa chambre, quoi. Parce que aussi, je pense que moi, le monde de la chambre, c'est un truc qui m'a toujours fasciné en fait. Quand je revois mes spectacles, ça se passe toujours dans des endroits un peu clos. J'ai monté un spectacle qui s'appelle Léon Selena et ça se passait dans une chambre, et dans une chambre d'enfant, un peu d'ado, une chambre où il y avait déjà un peu toutes les strates. C'est-à-dire il y a un peu d'enfance qui traîne, il y a des jouets, et puis en même temps il y a l'âge adulte, mais il y a un peu cet entre-deux-là. Et ayant beaucoup travaillé sur l'adolescence, du coup, ça m'a amené à la chambre et ça m'a amené justement à cet enfermement du monde adolescent, quoi. Et je pense que quand on est ado, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être un peu ressentir la solitude au départ, de se dire en fait, on prend conscience de là où on est aussi, de là où on n'est pas, ce qu'on veut pas, voilà. Et très vite, c'est pour ça que j'ai commencé à gratter ça. Et notre rencontre, elle s'est faite à ce moment-là, puisqu'il y a eu ce projet, donc FACT, qui est en fait un festival. J'essaie de recontextualiser rapidement, mais organisé par l'Université de Bordeaux qui met en lien les artistes et la science. Et du coup, on a candidaté et on a été, nous, lauréats, donc tous les deux, sur ce projet-là. Et ça nous a permis, depuis février 2025, de travailler ensemble, de discuter ensemble et de progressivement, moi, en fait, nourrir ma réflexion sur ce projet qui était au départ très embryonnaire. Et puis aussi toi, j'imagine que ça a permis d'ouvrir un autre champ aussi, parce que ce monde du théâtre ou ce monde du spectacle, réfléchir aussi à la représentation potentielle de ces problématiques qui étaient pour toi des problématiques de recherche, ça ouvre aussi autre chose, quoi. Et ça permet de rencontrer aussi d'autres types de publics, puisqu'on organise des apéros sociaux, des rencontres, et on compte bien, j'espère, en mener d'autres quand le spectacle sera en diffusion. Et c'est ça qui peut être intéressant, de faire voir les lieux communs, évidemment, que tout ce thème charrie et tout ça. Et en même temps, il y a beaucoup de choses à prendre en fait de ces rencontres-là. Parce que le théâtre est peut-être un endroit quand même où on peut rencontrer plusieurs types de personnes, même si, comme tu le disais, socialement, on ne peut pas se le cacher qu'il y a des fractures, et le monde de la culture on en est en plein dedans, puisque le théâtre véhicule lui aussi beaucoup de clichés, et qui ne sont pas forcément que des clichés socialement, c'est-à-dire le théâtre appartient forcément à une classe sociale, on va dire, un peu plus privilégiée, etc., même s'il y a énormément d'efforts faits pour amener les gens qui n'iraient pas au théâtre, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter très rapidement, brièvement, un peu tes recherches, c'est-à-dire les solitudes, ce sujet, il est apparu quand, un peu dans la sphère médiatique ou même un peu historique, et on en a un peu parlé, mais sur un peu l'ambivalence aussi de ce sujet, sur le point de vue même politique. Qu'est-ce que tu as pu trouver un peu, entre guillemets ? Ouais, je pense que au moment où je me mets à travailler là-dessus, la solitude est érigée, on peut le dire comme ça, en grande cause nationale par le Premier ministre de l'époque, c'est en 2010. Donc il y a un collectif d'associations qui se préoccupe d'isolement, qui est mise un peu sur le devant de la scène médiatique. Ça vient 7 ans après la canicule de 2003, qui a mis au jour l'existence dans la France contemporaine de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'individus connaissant des formes d'isolement relationnel, pouvant conduire à des situations dramatiques. On sait, c'est au moins 15 000 personnes âgées qui sont décédées, comme abandonnées. Ce sont aussi des
des centaines de corps, hein, de personnes qui n'ont jamais été réclamées. Donc il y a une espèce il y a cette visible ou apparente, en tous les cas, considération politique, hein, pour un problème manifeste, hein, si on admet que c'est un problème. Donc pour le sociologue, là, il y a quelque chose à interroger, il y a une intrigue, hein, on est dans une société avec un gouvernement, des dirigeants, hein, dont la mission officielle est de prendre soin de ses citoyennes et citoyens. Alors cet objectif officiel n'est... il bute parfois sur ce réel, quoi. Enfin, des personnes dont personne ne se soucie. Donc on peut disparaître, hein, du monde social, ça, sans que personne n'y fasse attention. Ça a été important pour moi, pour réfléchir il y a l'idée que j'évoquais tout à l'heure, la solitude est une construction sociale, hein. Si l'on se retrouve seul jusqu'au point d'en mourir, hein, ceci a à voir avec la manière dont la société nous a, je mettrai des guillemets peut-être, mais ça a à voir avec la manière dont la société m'a traité, la manière dont elle m'a considéré ou non. Dans le même temps, si le politique nous donne le sentiment de faire attention, de constituer la solitude, l'isolement comme un véritable problème, on est aussi là en présence d'une construction sociale, d'une construction politique, toujours dans une société capitaliste. Donc moi, je m'intéresse à la fois à la manière dont le monde social, avec ses pouvoirs, avec ses autorités, avec ses forces économiques, génère des coupures sociales, hein, des coupures sociales qui peuvent être épanouissantes, hein, ressourçantes, comme on dit parfois, des coupures sociales aussi qui peuvent être tragiques, qui peuvent être vectrices de souffrance et de drame. Donc voilà, comment le monde social produit ça avec les pouvoirs qui le gouvernent. Donc en quoi ça peut consister concrètement des recherches de ce type? C'est assez simplement, hein, aller à la rencontre des personnes à la recherche de solitude, ou bien plutôt à la recherche de sociabilité, mais n'y arrivons pas. Et c'est aussi aller à la rencontre des institutions, des dispositifs, des politiques qui se donnent pour objectif officiel de lutter contre cet apparent problème. Voilà. Donc dans mes recherches, hein, j'essaye de tenir, hein, ce lien entre ce qui génère les solitudes et ce qui est engagé pour lutter contre elles. Hein. Pendant longtemps, j'ai appelé ça les luttes contre la solitude. Maintenant, j'en reviens un peu parce qu'il y a il peut y avoir une sorte de malentendu. Hein. C'est pas forcément une lutte sociale, c'est pas forcément un combat. En tous les cas, il y a des actions qui sont menées par certains acteurs, par certains dispositifs. Hein. Ce que j'observe beaucoup dans mes travaux, le politique est très investi dans le discours sur la solitude comme un problème. Dans le même temps, il ne met pas directement, concrètement, de plan officiel contre la solitude. Hein, la gestion du problème, si on admet qu'on peut le dire comme ça, elle revient beaucoup au monde associatif. Cette gestion elle revient à la philanthropie. Elle peut revenir aussi aux forces économiques, hein, qui trouvent un intérêt quelconque à s'engager dans cette cause, hein, du combat, de la lutte contre la solitude, qui est une cause peut-être un peu plus noble que certaines autres causes, quoi. Enfin, c'est une cause relativement consensuelle. Dans cette cause consensuelle, après je m'arrête là, il y a un mot-clé, un mot d'ordre, une formule magique, hein, le lien social. Hein. Donc espèce de mantra, hein, contemporain, aller à l'encontre des solitudes qui posent problème, passe par la création ou la recréation du lien social. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la solitude est largement appréhendée, hein. Tu utilisais l'exemple des hikikomori tout à l'heure, Thomas, comme quelque chose d'individuel, hein, qui a à voir avec les problèmes d'un individu, des problèmes psychologiques.
il ne faut pas du tout mettre de côté l'aspect psychologique, hein, c'est dans la tête des individus que ça se passe. Mais si ça se passe comme ça dans la tête des hikikomori, c'est qu'il y a des raisons sociales. Ouais. Et c'est ça, Sylvain, merci beaucoup, parce que c'est ça qui m'a, moi, énormément inspiré et complètement nourri sur l'ancrage sociologique par rapport à ce projet. Parce que c'est vrai que tout d'un coup se posait pour moi la question même narrative par rapport à raconter une histoire qui pourrait commencer par un enfant tout seul dans sa chambre. C'était déjà, on parle de quelle chambre et on parle de quelle famille. Et très très vite, on tombe justement dans des considérations vraiment très hyper concrètes. Et c'est là où la sociologie, pour moi, a été une sorte de révélateur, parce que je dirais pas du tout qu'avant, j'avais pas ce regard-là, mais il était un peu plus dilué, je pense, parce que pris dans... on est tous forcément pris dans une vague d'appartenance à un certain milieu. Donc en fait, si on ne fait pas forcément cet effort d'aller ailleurs, de regarder autrement, et bien là, tout d'un coup, ça venait... me nourrir d'une certaine manière. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ton approche et dans tout ce que tu dis, c'est parce que tout de suite, on pourrait aussi penser à la solitude comme quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire qu'il y a les deux pans. Et quand j'en parlais autour de moi, il y avait forcément ce côté solitude négatif, avec toutes les images négatives. Première image qu'on a, la personne repliée sur elle-même, etc. Et puis aussi, dans un second temps, la solitude épanouissante, qui fait rêver, dont on a besoin. Et c'est vrai qu'en parlant avec toi, tout d'un coup, ça me permettait vraiment de mieux cerner là où le projet, je voulais qu'il aille, et aussi qu'il n'y aille pas. C'est-à-dire, en fait, toute cette solitude fantasmée, je dirais presque romantique, qui a été aussi une solitude artistique, prise en charge par des artistes. Je pense à... Mais depuis assez longtemps, même Rousseau, qui a commencé avec ses rêveries du promeneur solitaire. Moi, je me souviens de ce livre mon père avait dans sa bibliothèque, Les rêveries du promeneur solitaire, et c'était un livre pour lui important qu'il avait lu adolescent, parce que c'était tout d'un coup, c'est comme un truc qui m'a forgé, parce qu'il y avait aussi toute cette image derrière un peu artistique, poète maudit, justement dans cette construction individuelle de... comment je pourrais me construire dans la société aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a toute une tradition comme ça, artistique et littéraire, notamment sur la solitude. Et moi-même, j'en ai été un dévoreur, c'est-à-dire Le Loup des Steppes d'Hermann Hesse, je l'ai adoré, je l'ai lu. Et évidemment, je me suis identifié au Loup des Steppes, les poèmes de Baudelaire, etc. C'est tout ce monde, Rilke, ce sont des figures comme ça de proue de l'individu dans la ville un peu perdu, qui cherche sa place, mais qui est un artiste en même temps. Donc, qui se complaît un petit peu, d'une certaine manière, dans son rapport conflictuel avec un monde qu'il ne comprendrait pas, et cette sensation d'être égaré, en fait, un peu perdu, mais sublimé par l'art. Donc, on est quand même dans un autre sujet que dans une réalité aussi sociale plus ancrée. Et c'est ça qui m'a beaucoup, moi, permis de dépasser vraiment cet univers aussi, même si dans Robinsonnet, j'essaye un petit peu de le distiller, et on ne peut pas y échapper, il y a ça, mais de surtout pas trop aller là-dedans. Et je ne l'avais pas trop conscientisé au départ, ce côté-là, c'est-à-dire vraiment le double côté. Et je voulais revenir avec toi sur un point, parce que les gens s'écharpent, et on en a beaucoup parlé, sur sémantiquement, sur solitude et isolement. Pourquoi toi, tu ne fais pas la différence ? Je ne fais pas la différence parce que j'ai beaucoup perdu de temps à essayer dans la continuité de ce que faisaient mes collègues, à essayer de comprendre en quoi c'était différent, parce que j'adhérais à la définition dominante selon laquelle il y a une différence. J'ai décidé de perdre du temps ailleurs, quoi. Enfin, sur d'autres sujets. La solitude et l'isolement, tu vois, on pourrait discuter aujourd'hui et puis arriver à la conclusion, à la fin de notre échange, que nous, en tant qu'individus socialisés dans tel ou tel milieu, ayant tel ou tel âge, finalement, on se rend compte que ça n'a pas de différence, quoi. Alors, voilà, admettons que ça n'ait pas de différence pour nous. Quelle pertinence, quelle légitimité j'aurais à dire en tant que sociologue que c'est totalement différent, intrinsèquement différent. Il y a beaucoup
y a beaucoup d'affirmations, hein, à la fois dans le discours sociologique et dans le discours de sens commun, enfin les discussions entre personnes, hein, qui s'attachent à faire cette différence qui n'a pas forcément grand sens, dans la mesure où ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre quel sens mettent les individus derrière le mot qu'ils utilisent. Tu vois. Ce mot peut, pour un individu, ces mots peuvent avoir un sens totalement différent, comme ils peuvent être des synonymes, quoi. Enfin, oui. C'est une question d'usage social du mot. Et ça me permet de revenir à sur ce que tu évoquais sur les artistes. Évidemment, les artistes, hein, leur représentation de la solitude, hein, ça fait appel à cet imaginaire de l'émancipation, hein, du corps social, de je m'affranchis des lois sociales, quoi. Le simple fait de s'affranchir des lois sociales et la confirmation qu'ils sont des êtres sociaux, on pourrait dire quasiment un peu pour faire un peu d'ironie, quoi. Ce sont des êtres sociaux comme les autres, mais qui ne se voient pas comme les autres, quoi. Enfin, et voilà, donc il n'y a pas d'intérêt scientifique. Voilà, il n'y a pas d'intérêt scientifique. Maintenant, on peut s'intéresser sur les intérêts sociaux et politiques à utiliser plutôt tel mot que tel autre mot. Voilà. Enfin, l'isolement a beaucoup été utilisé au départ dans les enquêtes sur les coupures sociales. Pourquoi ce mot était plus utilisé que le mot de solitude ? Parce que quand les statisticiens, hein, de différents pays se mettent à construire des indicateurs, la notion d'isolement, elle semble plus tangible, hein. Elle semble plus capable de donner davantage le change sur le plan scientifique. Et il est vrai qu'on peut mesurer, hein, des formes d'isolement, notamment l'isolement relationnel. On peut se rendre compte, hein, si on regarde Robinsonnet, on pourrait compter le nombre de contacts sociaux qu'il a pendant une semaine ou pendant un mois et arriver à la conclusion que, en comparaison avec les autres individus, notamment avec sa sœur, hein, il est socialement isolé, quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a une sorte de mouvement, hein, du point de vue de l'usage de ces mots. Le mot de solitude revient un peu en force, on pourrait dire ça comme ça. C'est aussi à interroger avec les outils des sciences sociales. Donc moi je fais l'hypothèse suivante, hein. La solitude, elle est plus difficile à mesurer. Elle est moins palpable, hein, enfin, et en tous les cas beaucoup moins mesurable, et ça pour des forces politiques qui ont un problème important visiblement à régler sur les personnes isolées, des personnes coupées du monde. Le fait qu'il y ait cette catégorie de solitude qui soit disponible pour le politique, ça peut être une ressource, un atout pour ne pas véritablement intervenir. Alors je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça, hein, parce qu'il y a un risque de verser dans la dénonciation, hein, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, la solitude, il y a l'aspect romantique. Et puis il y a l'aspect individuel. Donc je suis seul, cela relève de ma responsabilité. Voilà. Je ne suis pas intéressant, hein. Je devrais travailler davantage pour être intéressant auprès d'autrui. Le mot de solitude permet de renvoyer davantage que le mot d'isolement à la responsabilité de l'individu devant sa situation. Enfin, et donc c'est un problème d'individus que d'autres individus ont à régler. C'est moins un problème social, ou c'est un problème social moins évident, parce qu'il y a une forme d'incertitude sur ce qu'est la solitude qu'on retrouve moins avec l'isolement, hein, parce qu'on peut on peut le mesurer, on peut le quantifier. Ouais. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup aidé dans Robinsonnet, même dans la construction intellectuelle du projet, c'est de plus m'intéresser finalement à une mosaïque plus importante que, en fait, le cas de cet adolescent
au départ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que moi, l'idée de départ, c'était quelqu'un qui s'enferme. Mais finalement, je me suis rendu compte que le sujet était aussi à voir beaucoup avec la tache d'encre que ça faisait à l'extérieur. C'est vrai qu'en fait, très vite, en fait, je me suis dit que dans le spectacle, il fallait que ça soit plutôt l'histoire des parents et pas l'histoire de ce jeune homme que j'ai appelé Robin parce que j'aimais bien l'idée de Robin Sonnet. Et c'est vrai que moi, dans le texte, Robin, on ne le voit pas, on a peu accès à lui, même si on a accès un peu à lui. Mais on a toujours accès à lui par les autres. C'est-à-dire qu'on aura lui-même, à aucun moment, il va parler. Je me suis posé la question, narrativement, s'il y avait un moment, on aurait pu imaginer un moment comme ça, où il y a une lettre, une incursion comme ça, on a Robin tout d'un coup. Mais j'ai fait le choix qu'il n'apparaisse jamais parce que je me dis que c'est aussi une construction presque métaphorique parce qu'on a tous une certaine forme de Robin. On le connaît un peu tous, tout le monde a un Robin, mais tout d'un coup, de lui donner une parole trop claire, ça tuerait un imaginaire autour de son acte. Mais c'est vrai que très vite, moi, dans le projet, et c'est pour ça que ça fait vraiment écho, ça m'a permis de plus m'intéresser collectivement à ça et de dresser des portraits un tout petit peu plus concret et sur des solitudes ou des isolements dans le couple, dans les métiers, dans le travail, ou dans des rapports aussi, dans des rapports de force ou de domination. Tout d'un coup, en fait, on se rend compte de manière un peu plus fine et de dépasser justement le stade un jeune homme s'enferme dans sa chambre et connement, qu'est-ce qu'il fait, etc. Je pense que j'ai essayé qu'on ne se demande pas trop ça, même si on se le demande. Mais tout le long de la pièce, j'essaye de faire tenir une certaine forme plutôt comme une tâche qui évolue petit à petit de comment ça pourrait véritablement se vivre, en fait, cette situation-là, d'avoir quelqu'un qui progressivement semble se couper, en fait. Ouais. Et c'est vrai que et ça m'amène à une question pour toi, parce que tu parles de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, entre guillemets, des personnes qui veulent complètement se couper, c'est-à-dire pour qui, en fait, ils sont en rejet total de la société, et quitte à même à ce que ça leur nuise complètement et que ça soit complètement autodestructeur. C'est-à-dire, dans ce monde où le lien social semble si important, et c'est vrai que nous-mêmes, théâtreux, gens de la culture, c'est un mantra aussi, puisque la culture doit faire évidemment le lien social, surtout le théâtre où on est en lien avec des autres gens. Mais qu'est-ce qu'on fait, entre guillemets? Est-ce que toi, tu as pu réfléchir à ces recherches-là? C'est-à-dire, il y a peut-être des personnes qui ne veulent surtout pas être repêchées, entre guillemets, ou qui ne veulent pas... C'est-à-dire ces fameux oubliés, est-ce que c'est eux-mêmes, ça leur va, ou est-ce que c'est une souffrance? Enfin, quel est ton rapport à ça, toi? Ouais, c'est très compliqué, quoi. Ouais, je pensais sur le chemin en arrivant à ce qu'on évoquait hier dans la présentation sur les Gilets jaunes. Donc on a évoqué Marx, les capitalistes, ceux qui détiennent l'outil travail. Leur préoccupation, c'est d'avoir des personnes qui vendent leur force de travail, des travailleurs. Donc ce qu'il faut donner aux travailleurs, c'est de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se loger, de manière à ce qu'ils puissent revenir le lendemain, quoi. C'est le travail de reproduction de la force de travail. Donc ce qu'on peut faire, il est à regarder au prisme du besoin de la société en individu disponible pour faire je ne sais quoi. Enfin, alors on peut imaginer qu'il y a des individus, les plus oubliés, à partir du moment où on n'entend pas parler d'eux, à partir du moment où ils n'inquiètent personne, ils ne sont pas préoccupants. Il me semble que les pouvoirs n'ont pas nécessairement d'intérêt à aller les repêcher, comme tu disais, quoi. Enfin, voilà, s'ils ne nous embêtent pas. Ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'il y a des solitudes, il y a des isolements qui inquiètent. Tu peux, quand tu es membre des classes bourgeoises, cocooner dans ton appartement tout seul,
pour te refaire la santé ou bien pour retrouver l'inspiration. Si tu es un artiste, hein, personne ne va s'en inquiéter. Hein. Enfin, tu vas continuer quand même à consommer, peut-être à distance. Bon, si tu es un jeune des quartiers populaires tout seul enfermé dans un studio, tu peux susciter de l'inquiétude, tu peux susciter de la préoccupation. Donc il faut se dire que avant de penser à des solutions, il faut regarder comment les pouvoirs appréhendent les différents types d'individus en proie à des solitudes potentiellement problématiques, quoi. On sait que on fait particulièrement attention aux personnes âgées. Pourquoi on fait attention aux personnes âgées ? Parce que les pouvoirs ne peuvent pas se permettre, après l'épisode de 2003 en plus, de faire revivre à la société française un épisode de ce type. Hein, les personnes âgées, elles sont celles qui arrivent au grand âge. Hein, la majorité d'entre elles, la majorité numérique, hein, n'est pas issue des classes populaires, mais plutôt des classes moyennes et des classes supérieures. Donc le monde social fait davantage attention à ceux qui ont été quelque chose dans leur vie d'avant, hein, et à ceux dont on estime qu'ils méritent de l'attention. Voilà, si on réfléchit, je sais que tu as cette expérience en prison, hein, enfin voilà. Qui intéresse la solitude des prisonniers aujourd'hui, quoi. Enfin, des formes de solitude peut-être ressenties, hein, parce qu'on ne peut pas parler de solitude objective et objectivable quand on est à 3 dans une cellule, mais c'est pas pour les autorités, ça n'est pas un problème. Donc cette question de qu'est-ce qu'on fait pour repêcher les individus, elle est très complexe. Il faut repartir à la genèse de la déconstruction des solidarités, vers la genèse de ce qui fait qu'il est moins évident aujourd'hui pour chaque individu dans le territoire où il vit d'avoir je sais pas, un rôle social, d'avoir une fonction sociale. Si on prend si je reprends l'exemple des Gilets jaunes, hein, on a pu observer en enquêtant que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de personnes parfois ancrées, hein, dans un territoire depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais qui ne sont pas pour autant des habitants du coin, d'ici. Des personnes ayant réussi à se faire une place, ayant réussi à faire leur trou, hein, si je reprends leurs expressions. Donc, qu'est-ce qui fait ça, voilà. Pourquoi est-ce que le travail n'est plus intégrateur, hein? Pourquoi l'école est moins intégratrice qu'avant aussi? Pourquoi la famille aussi est moins intégratrice, hein? Pourquoi la famille, dans certains milieux sociaux, elle est très individualiste, hein? Pourquoi il y a ce mode de fonctionnement familial qui fait que la priorité n'est pas la solidarité entre ses membres, hein, la solidarité intergénérationnelle, mais l'épanouissement de chacun de ses membres, hein, qui peut générer de la solitude. Hein, c'est des questions qu'on peut se poser, hein, quand on réfléchit à Robin. Qu'est-ce qui fait que dans ce coin dont ses parents ne sont pas originaires, en pensant à Robin, là, je pense à Norbert Elias, qui sociologue, auteur de La solitude des mourants, qui parle de la solitude de façon générale, et qui dit quelque chose du style, j'ai pas la citation exacte, mais la solitude, c'est être dans un endroit potentiellement auprès d'individus dont on estime qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est joué pour les parents de Robin dans cet espace, dans ce territoire? Qu'est-ce qui s'est joué pour lui? Est-ce qu'il se retrouve dans cette situation parce qu'il n'y a personne qui soit comme il le voudrait, enfin, qui soit ajusté à sa personnalité, à ses aspirations? Ce désajustement, est-ce qu'il est ancré dans l'histoire familiale, hein, dans l'histoire en Bretagne de sa mère, je sais pas, dans certains espoirs avortés de son père, ou je pense que c'est ce que tu fais dans la pièce, et tu nous montres
Tu montres bien que la solitude, c'est une action collective. Ouais. C'est une mobilisation collective qui ne se pense pas comme telle, évidemment. Mais c'est une construction collective, mais dans laquelle on ne doit pas forcément chercher de responsable, parce que le responsable, c'est aussi bien c'est à la fois le capitalisme dans lequel s'inscrivent les parents, et ce capitalisme, c'est aussi la vie, le façonnement de Robin. Et ça me permet de faire le lien avec le choix que j'ai dû faire à ton contact, en discutant aussi de tout ça, de situer l'action dans une ville qui n'est jamais nommée, mais qui serait une ville vraiment de taille moyenne, avec une famille qui serait une famille de la classe, encore une fois, moyenne. En fait, on est vraiment dans le médium, et qui ont qui sont dans la vie, voilà. C'est pas une grande ville, et ils le ressentent aussi. Et tu disais, tout cet ancrage, oui, ils sont pas forcément de là. Ça m'a permis beaucoup de m'intéresser moi comme auteur. Et au plateau, c'est aussi ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'être dans une vérité sociologique, tout en évitant évidemment tous les clichés que ça pourrait, provoquer, mais oui, c'est ça moi qui m'intéresse aussi dans ce projet, parce qu'en fait en tournant autour des solitudes, je me suis dit, finalement le vrai sujet, je dis pas que c'est pas les solitudes parce que c'est complètement le sujet, mais c'est aussi est-ce qu'on adhère ou pas au monde dans lequel on vit. Est-ce que j'ai un peu cette image de quelqu'un qui est dans une bourrasque de vent et qui pourrait il y en a qui restent au sol, et puis il y en a peut-être un qui s'envole, quoi. Est-ce qu'on s'accroche dans ces moments-là? Est-ce qu'on se laisse envoler? Est-ce qu'on se terre face à cette bourrasque? Et tu parles de cette société capitaliste. C'est vrai que j'ai essayé de la mettre dedans sans aucun regard, sans juger quoi que ce soit, c'est-à-dire en essayant d'être vraiment, rien ne va de soi, et en fait tout est d'être en empathie totale avec plus ou moins tous les personnages d'une certaine manière. Il y a vraiment pas de bon ou de méchant, et en ne m'intéressant finalement pas tant à Robin, même si je m'y intéresse beaucoup, mais c'est beaucoup, oui, sur l'entourage. Et en travaillant au plateau, finalement, on s'est rendu compte, et ça a interpellé les comédiens, mais finalement, c'était intéressant de se dire, petit à petit, en fait, au final, oui, je ne dirais pas qu'on ne parle pas de Robin, mais on n'en fait pas un immense cas, il n'y a pas de grande scène d'hystérie autour de tout ça, parce qu'en fait, ça se fait de manière beaucoup plus sourde, et je pense que ça se fait comme ça, d'une certaine manière, c'est-à-dire... c'est d'autant plus violent qu'en fait, on vit toujours. Et comme tu le disais, ce qui est intéressant, c'est que oui, la structure même des familles fait qu'en fait, on va continuer à vivre, continuer à avoir ses préoccupations, et puis, voilà. Et on ne dira pas à la fin de la pièce, etc., mais il y a quand même un suspense sur va-t-il sortir? Si oui, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais voilà, ça a été pour moi l'inspiration, à un moment donné, le déclic de me dire en fait il faut s'intéresser à du collectif dans un sujet qui pourrait être en fait extrêmement individuel. Et bien sûr, le collectif, il est individualisant, il y a plein de personnages, et dans la pièce, j'essaye comme ça d'avoir une petite dizaine de personnages qu'on peut un petit peu... pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le mot de la fin, tiens? Ah oui, moi j'aimerais avoir ton avis, tu en as un tout petit peu parlé, mais en plus on n'en a pas trop parlé, donc c'est parfait, mais tu as lu Robinsonnet. Voilà, qu'est-ce que tu as, là, les premières choses qui te viennent comme ça par rapport à la pièce, c'est-à-dire toi, avec ton œil de sociologue, parce que oui, tu parlais des Gilets jaunes, c'est vrai que j'essaye aussi dans la pièce, c'est une pièce qui déroule à peu près 8 ans, de distiller un peu l'histoire avec un grand H française et même un peu du monde, même si elle n'est pas martelée, mais il y a un épisode Gilets jaunes par exemple, le confinement, ça on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que peut-être que le mot solitude est venu aussi beaucoup avec le confinement, puisque là on s'est tous confinés, et toutes les classes sociales pour le coup, donc là il y a eu une certaine forme de truc commun, donc voilà. Toi, quel a été ton ressenti comme ça un peu premier, et tu as le droit de dire tout ce que tu veux, de toute façon, on pourra tout couper au montage. Ouais, non, j'ai vraiment adoré, quoi. À la lecture, pour pas mal de raisons assez différentes. Évidemment, l'ancrage social et l'ancrage territorial, quoi. C'est pas éthéré, quoi. Évidemment, le sociologue matérialiste, quoi, ne peut être que séduit devant cette proposition. Il
Et puis, il y a un autre élément que je trouve vraiment intéressant, c'est on est façonné évidemment par les individus qu'on côtoie le plus, les parents, les frères et sœurs, les amis, hein, quand on en a, et puis en même temps se déroule le temps historique collectif, hein, les gilets jaunes, ensuite la crise de la Covid-19, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on l'appelle, et puis ça peut être la réforme contre les retraites, et puis d'autres choses, quoi, mais c'est des choses qu'on intériorise aussi, et qui contribuent à nous façonner. Et, voilà, et il y a plein de choses qui restent en suspens, quoi. Enfin, voilà. Et c'est à peu près comme le sociologue, hein, quand il a à comprendre pourquoi un individu devient ce qu'il est en train de devenir. Hein. C'est Pierre Bourdieu qui disait la chose suivante, voilà, la sociologie est la science des limites, donc on ne peut pas demander à la sociologie de ne pas avoir de limites, quoi. Enfin, voilà. Et c'est peut-être pas plus mal, oui. Non plus, quoi. Enfin, parce que voilà, c'est notre imagination, notre travail intellectuel qui continue aussi à travers ce type de cas, quoi. Et il me semble qu'il t'ouvre aussi plein de portes sur la fabrique des individus par les territoires, par l'histoire des parents, par la relation entre les frères et les sœurs aussi. Enfin, dans la famille individualiste, on a des destins individuels, et donc on se construit aussi en relation avec les frères et sœurs, dans la fratrie, en opposition, et on se construit aussi contre ou avec les amis. Enfin, il y a cet ami qu'on voit à la fin de la pièce là, et voilà, il y a plein d'éléments, quoi, qui donnent à réfléchir, quoi. Enfin, et pour moi, c'est une pièce, c'est une pièce sur le monde social, quoi. Enfin, c'est une pièce sur la société dans son ensemble. C'est un témoin de plus, hein, sur le fait que la solitude raconte des choses beaucoup plus générales, quoi, beaucoup plus vastes sur le monde. Ouais. Et c'est ça qu'on se rend compte, et merci, on finira là-dessus, parce que là on fait aussi un meeting poétique sur les solitudes, et en fait c'est un sujet très universel, parce que tout le monde en a une expérience. Il y a des sujets qui intéressent des gens, mais qui peuvent aussi se dire c'est pas mon problème, ou ça me concerne pas directement. Là c'est vraiment le sujet le plus universel, et c'est ça, moi, qui m'a intéressé et qui m'intéresse dans ton travail et dans ta manière de chercher, de raconter ça, c'est de ne jamais justement rentrer dans un rapport subjectif, puisqu'en fait on l'a, chacun a ça, et avec aussi la part de fantasme que ça peut susciter, c'est-à-dire englué dans un monde des fois qui nous dépasse un peu. C'est un peu l'image d'Épinal, magnifique, par exemple, d'un film qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Bird, je crois, de Pascal Ferrand, où en fait c'est la personne qui est là et qui va regarder l'oiseau en train de dériver dans le ciel, en se disant j'aimerais être cet oiseau-là, pourquoi je suis là, en fait. Et de dépasser ce côté vraiment subjectif, pour essayer d'arriver à une peinture un peu plus large. Et moi, ça m'a vraiment permis, et ça continue encore à me nourrir, ça, et même les rencontres qu'on fait avec le public, parce que ça nous amène à rencontrer à la fois des gens qui souffrent d'isolement ou de solitude, ou des gens qui, au contraire, la recherchent, des gens qui ont des témoignages, et tout ça fait grandir ce sujet qui, en fait, au final, je ne dis pas que ce n'est pas du tout le sujet, mais c'est une sorte de matrice à, justement, une sorte de condition un peu humaine, puisque au final, tu le disais une fois, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études ou d'avoir le bac pour comprendre qu'on est seul et qu'on finira seul, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas plus bête que ça. Houellebecq aussi le dit dans un texte, c'est assez drôle quand il dit voilà, la seule certitude, vraiment le seul sujet le plus consensuel du monde entier, personne s'écharpe là-dessus, et se dire on est, on vit et on meurt seul. Voilà, de ce côté hyper simple. Et c'est vrai que ça peut être le point de départ pour ce truc intéressant aujourd'hui, où peut-être en plus on peut vivre dans une sorte
Je dis pas que la sociologie ou le fait, les classes sociales se mélangent pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop forcément y toucher, ou en tout cas, on est dans ce rêve parfois un peu uniforme et on veut pas trop rentrer là-dedans. Et en fait, très vite, je pense qu'au contraire, il faut rentrer par les individus et et ce n'est pas du tout l'apanage des politiques ou quoi, c'est aussi les individus. Mais c'est vrai qu'on se rend bien compte, et je ne veux pas faire du théâtre social ou quoi, mais que je pense que ça passe aussi par là, incarner cette France-là aussi au plateau, et le faire en plus, moi, de ma fenêtre, qui est une compagnie à Bergerac, donc dans une ville moyenne, de taille moyenne, enfin voilà, de le faire sans... avec aucune condescendance, puisqu'en fait c'est exactement de là où je viens, de là où je suis, et c'est là où on s'est beaucoup rejoints. Et je te remercie déjà pour cet entretien, mais ça enrichit énormément le projet, et j'espère contribuer aussi par les rencontres qu'on va faire ensemble à tes recherches. Ouais, je voulais ajouter une chose à ce propos. Donc depuis que j'ai commencé ma formation de sociologue, on me rabâche l'idée qu'il faut faire de l'interdisciplinarité, voilà, ou de la pluridisciplinarité. Enfin, il y a toute une série de termes pour décrire ces choses-là. J'ai jamais compris vraiment en quoi ça consistait, parce qu'on est très encouragé à aller voir d'autres personnes qui s'intéressent aux mêmes questions que nous, mais avec quand même l'idée que, il est difficile de dialoguer avec les représentants des autres disciplines. Et cette collaboration, elle me permet de commencer à comprendre, quoi. Enfin, voilà. La rencontre avec des individus qui, a priori, ne font pas partie du même monde professionnel, cultivent un intérêt quasiment similaire, pour des questions sensiblement identiques. Et ça, pour moi, c'est une véritable richesse et une véritable découverte. Et puis c'est aussi vraiment de façon très modeste, à l'heure d'une certaine mise en danger des sciences sociales, menacées, parce que c'est de plus en plus difficile de publier dans des maisons d'édition, parce que les sciences sociales sont assez largement discrédité par certains pouvoirs en place, en France et ailleurs. Et ici, avec cette résidence, avec ce projet Robinsonnet, il y a la possibilité de faire passer quelques éléments d'approche du monde par les sciences sociales qui sont précieux. Et voilà, le simple fait d'être un peu, d'être sollicité et d'être considéré avec l'idée que les sciences sociales, elles ont un intérêt, une possible portée au-delà de la sphère académique, quoi. L'occasion est rare et très riche, quoi. Ouais. Merci. Et c'est ça qui est un peu paradoxal finalement avec le sujet des solitudes. C'est-à-dire qu'en fait, il peut mettre... c'est un peu tout ça l'intérêt aussi, c'est qu'il peut évidemment me mettre en lien. Alors là, c'est le plus cliché que voilà. Mais des solitudes, on peut arriver sur justement autre chose, quoi. Ouais, même s'il ne faut jamais, et ça c'est... Je terminerai là-dessus, c'est peut-être aussi un peu l'idée avec ce spectacle, et ce qui est dur en même temps, mais c'est le défi, c'est que les personnes qui sont les plus isolées, ou en tout cas celles peut-être à qui ça pourrait énormément parler, mais sont souvent de fait, par définition, pas là, pas accessibles, qu'on les repêcherait pas, entre guillemets. Donc ça sera un peu le défi peut-être aussi, mais c'est le défi de tout art qui existe, mais celui-là d'autant plus où on aimerait en plus parler à un public assez large, parce que je pense que c'est un spectacle assez populaire au fond, puisqu'en fait c'est très à hauteur d'homme en fait, mais c'est avec cette contrainte-là de parler de ce sujet en se disant en fait le fond du fond, si les personnes vraiment qui souffriraient d'isolement
en fait, on les verra pas. Et Ouais. ça, en fait, c'est ce Robin qu'on ne voit jamais sur scène. Il existe aussi dans le spectateur, par exemple, ou Bien sûr. la personne qui va avoir cette œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne qui sera toujours un peu à l'ombre, absente. Ouais. Et dans notre société, j'espère que peut-être ce spectacle et notre démarche, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours dans le décor, en fait, un Robin ou une ombre. Et nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus au niveau plastique avec Sophie Bataille sur l'ombre, l'aplat, la surface vide ou pleine. Et je pense que c'est un peu ça. Et c'est vrai que des fois, on regarde un peu partout dans le décor. En fait, il y en a plein, quoi. Et nous, c'est un peu notre objectif de se dire si on peut, on essaye, voilà, par le théâtre, avec des rencontres aussi, avec toi, en amont, en aval, pouvoir essayer de peut-être choper possiblement des gens, voilà, qui seraient pas venus nous voir ou qui tout d'un coup viendraient trouver quelque chose là, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Thomas. Merci. Merci, William. Ouais, merci, William. On n'avait jamais fait ça encore, tu vois, c'est toujours